Bon, salut Christophe et ravi d'être avec toi ce soir. J'espère que tout va bien pour toi. Ouais, très bien, merci de m'accueillir. C'est une première pour moi, hein, donc très heureux de Première sur découvrir. Twitch? Exactement, c'est une première, faut le Bah, reconnaître. ça va bien se passer. J'ai prévu un peu un déroulé avec pas mal de questions, mais il y a des gens dans le chat qui nous regardent, qui peuvent intervenir. Dès que je vois passer un truc intéressant, je t'en parlerai aussi, ça ajoutera un peu, à la discussion. Et puis bon, c'était l'occasion de te faire venir parce qu'on est en plein Dauphiné. Là, ça faisait une demi-heure qu'on en parlait, avec Joseph, et on sait que le Dauphiné, ça a été un peu ta course pendant ta carrière, une course où tu as souvent été très, très bon. Déjà, je voulais savoir, est-ce que tu regardes les étapes ces jours-ci ou est-ce que tu es trop occupé? Je suis trop occupé. Malheureusement, je regarde via Twitter, via les réseaux sociaux un peu les échappées, les avancées, et cetera. Mais j'avoue que j'ai encore pas pu me mettre devant la télé pour véritablement vivre le final en live. Je vais essayer de me réserver pour ce week-end montagneux, toujours très, très décisif sur le Dauphiné. OK, parfait. Bon, c'est des étapes à pas manquer. Tout le monde te salue dans le chat. Les gens sont très contents de te voir. Je t'avoue qu'on est un peu la génération, je pense, qui a vibré avec toi, sur le Tour notamment. La génération des 25-35 ans. On est un peu ceux qui sont venus au vélo et tu étais là. Et donc je voulais parler avec toi notamment de ta relation avec le Dauphiné. Que si je dis pas de bêtises, tu fais le Dauphiné dès ta première saison avec, Festina en 95, à l'époque en tant qu'équipier de Virenque qui lui va jouer la victoire, plus tard ensuite sur le Tour. De quoi tu te rappelles de ce premier Dauphiné, avec un grand leader comme ça, très médiatique? On est à un mois du Tour de France, j'imagine que ça parle déjà beaucoup autour de Virenque. C'est quoi l'ambiance? Bah, l'ambiance, elle est vraiment dirigée vers le Tour de France avec Richard, forcément, qui vient de sortir du Tour 94, maillot jaune, voilà, ses prouesses en montagne dans les Pyrénées. C'est la star française. Et moi, j'arrive néo-pro dans un team et un champion qui monte et qui est hyper populaire déjà, j'ai envie de dire, sur cette fin d'année 94. Donc, en 95, je suis néo-pro. Je suis dans un team numéro un, il y a des grands leaders, il y a des grands coureurs. Et puis surtout, je rentre dans le bain d'amateur à pro. Vous vous retrouvez au milieu de Indurain, vous vous retrouvez au milieu de Pascal Richard, vous vous retrouvez au milieu de Rominger, de tous ces grands champions. Et pour le coup, dans le Dauphiné, il y a les meilleures équipes. Et on est confronté tout de suite dans le grand bain à se dire, bah, purée, c'est un niveau de Tour de France sur une semaine, c'est des étapes très difficiles. Et puisque j'ai des souvenirs, en tout cas, c'est de ce temps exécrable et Ouais. de ce temps pourri qu'on a pu avoir notamment sur l'arrivée pas très loin de. euh, j'ai un souvenir, on descendait le Glandon et on tournait à gauche, c'était un Ouais. col là, qui est vers l'Alpe d'Huez. Et dans le brouillard et la pluie, ça, je m'en souviens très très bien. OK. Et on te présente souvent en disant, le Belfortin. C'est dans le coin, du Dauphiné? Ça faisait quoi de te dire, tu étais un peu sur des routes que tu connaissais ou pas spécialement? Non, mais je crois que quand on est franc-comtois, quand on est belfortain, on est dans les contreforts des Vosges, de la planche de Ouais, Belleville, encore pas connue à cette époque-là, mais ouais, du c'est un ballon peu plus haut. d'Alsace, du grand ballon. Donc on est forcément un homme de montagne, de moyenne montagne. Et moi, les Alpes étaient toujours un air plus, je dirais, plus sec, qui m'allait mieux toujours que les Pyrénées. Et c'est vrai que j'ai toujours été passionné par la montagne, sachant que je roulais, mais que je grimpais également, forcément. Et justement, c'est sur le Dauphiné, notamment quand on regarde ton palmarès aujourd'hui, un des premiers trucs qu'on voit, c'est double vainqueur du Dauphiné. La première victoire, elle arrive en 2001, avec un scénario incroyable puisque tu gagnes avec 1 seconde d'avance. Tu prends le maillot à Grenoble, la 4e ou 5e étape, je sais plus, avec 1 seconde d'avance donc sur Pavel Tonkov, et il reste 2 grosses étapes, avec, finalement, un peu comme on a cette semaine, on peut se dire: «Ça va jouer sur le week-end». Qu'est-ce que tu te dis quand tu prends le maillot avec 1 seconde? Tu pas spécialement habitué à jouer, la victoire comme ça. Enfin, en tout cas, c'est la première fois que tu te retrouves dans cette position sur une course aussi importante que le Dauphiné. Tu te dis quoi à ce moment-là? Je me dis que c'est pas gagné. Maintenant, je sais que j'ai une équipe formidable. Pascal Chanteur, Pascal Lino, Laurent Madouas, Florent Brard. Quand même une équipe solide autour de moi. Maintenant, quand on regarde le parcours du samedi, on finit juste à la Gargouille à Briançon en passant le Télégraphe et le Galibier, le grand côté par le plan Lachat. Ouais. Il n'y a pas eu de direct parce qu'il faisait un temps exécrable, encore pourri, avec des murs de neige pas possible. Et la Gargouille, 1 seconde, avec Iban Maillot, on se retrouve en haut du col et puis on fait sauter Salmon
et on se dit qu'il n'y avait pas de bonification, c'est ce qui Ouais, m'a heureusement, peut-être non? aussi sauvé, heureusement, parce que cette étape-là, je fais 3. Et du coup, ça passe ce jour-là. Et puis le pire du pire, c'est le dimanche, encore sous un temps pourri. C'était Ouais. réglé en 2001. Juste le parcours des championnats du monde 89 à Chambéry, Mmh. avec la côte de Montagnole. Toujours une seconde entre la montée et la descente où je me suis retrouvé sans coéquipier et à gérer Tonkov qui me flinguait la gueule à tout va. Et Ouais. dans la descente, dans la dernière descente, sous le mouillé, j'étais beaucoup plus à l'aise que lui et j'ai vite compris que j'allais pouvoir gagner. Mais je peux encore assurer qu'aujourd'hui, il y a un moment où j'ai failli flancher. Et je À quel pense que moment? je crois que c'était sur la dernière ascension. Il m'attaque une dernière fois et je mets un certain temps à reboucher les 50, 70 mètres qu'il m'a mis dans la gueule, vraiment. Ouais. Et je suis prêt à m'écrouler. Et je reviens dans son sillage, K1, K1, mais mètre par mètre, vraiment, c'était le bras de fer, quoi. Et quand on attaquait ensuite la descente, je savais il avait du mal à me suivre, juste en contrôlant, que j'avais Ouais. course gagnée. Mais c'est vrai que c'était un truc de dingue quand on sait que le poids et la dureté d'un Dauphiné, vu comment ça roule aujourd'hui, Ouais. et puis surtout le menu, et qu'on doit se taper avec une seconde dans des conditions dantesques. Il t'en avait placé combien des attaques, Tonkov sur les 2 Tous jours? les tours, tous les tours, tous C'est les vrai? tours. Il y avait aussi des Espagnols de Scatel. Ça flinguait à tout va. Je levais le cul comme en 3 et 4. C'était juste une horreur. Et c'est vrai qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de rassembler son mental, le peu d'énergie qui reste et de se dire que ça doit pouvoir passer. Et je crois qu'on avait 5 ascensions, Mmh. un vrai calvaire. Et Vraiment. tu t'es dit quoi? Tu t'étais dit: «Je le colle quoi qu'il arrive du matin au soir»? C'est exactement ça. Et de toute façon, j'avais véritablement en termes d'écart celui-là à contrôler et il Ouais. le savait qu'il pouvait me faire flancher parce que j'avais eu un passage difficile dans le Ventoux, justement, le côté Malocène où on était rentré dans la descente avec David Millard, où j'étais pas avec lui. Il m'avait mis un petit peu à mal. Donc, il savait qu'il avait les moyens de me faire sauter, mais j'ai su résister aussi autant dans la tête que dans les jambes. Est-ce que tu te parles sur une journée comme ça, la dernière, le dimanche, quand il te place des attaques, tous les tours? Est-ce que tu as le temps de lui dire un mot? Est-ce que lui, il te dit un truc? Ou est-ce on s'échange pas un mot de la journée? Non, on se regarde même pas. Il est dégoûté quand il me flingue, il est dégoûté lui à son tour quand je reviens. C'est des regards, c'est limite, on se met un coup de patin, t'as qu'à passer, vas-y, t'as qu'à y aller. D'énervement, ça relance. Ouais, c'est une situation où on se dit, parce que ça, il y a que nous qui pouvions gagner ce Dauphiné, Mmh. et c'était vraiment une guerre des nerfs. Bien sûr des jambes, mais surtout vraiment mentalement difficile. Mmh. Bon, quand tu gagnes le Dauphiné, là, tu étais vraiment au top et en plus, quelques semaines plus tard sur le Tour, tu gagnes le prologue. Tu offres, ce jour-là, le premier maillot jaune à l'équipe Festina. En plus, je crois que pour l'anecdote, c'est ta future femme qui te remet le maillot, c'est ça? C'est juste. Ouais, ouais, c'est Donc vrai. journée de dingue. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis: «Bon, le Tour là, il est pour moi, je vais me bagarrer avec Armstrong et avec les autres»? Non, oui, alors oui, d'une certaine façon, parce que j'ai fait 4e au général, l'année d'avant, en 2000. Donc forcément, on pense à faire mieux, on pense au podium qui m'a échappé pour 30 secondes. Mais je ne pense qu'au podium, je ne pense qu'au classement général. Ce prologue, je l'attaque, je suis décontracté, je lis le journal sur le capot, de la voiture, je vais boire un café, au stand du Crédit Lyonnais de l'époque sur le village départ. Ouais. Heu, je sais que je fais une très, très bonne reconnaissance le matin, j'ai un bon feeling, je vois que ça tourne bien, que ça vire bien, que ça me plaît. Je fais 7-8 tours. Je sais que j'ai gagné le Dauphiné, je sais que je suis en de bonnes conditions. Je n'ai pas fait un bon championnat, mais je me dis, voilà, essaye de jouer la carte à fond parce qu'il y a peut-être une perf à faire. Mmh. Et puis Dunkerque, c'est aussi un endroit où j'avais de la famille, je connaissais déjà. Oui, J'étais parce que tu es né un dans peu le chez Nord, c'est ça? moi indirectement, et donc j'étais bien. Je me sentais bien, et surtout que moi qui stressais souvent ou qui manquait de confiance, j'étais hyper décontracté, comme si j'en avais presque rien à foutre. Mais c'est au moment de l'échauffement que j'ai senti qu'il allait se passer quelque chose parce que le cœur montait, les jambes piquaient pas. Je faisais des plateaux, différents plateaux pour justement assimiler les lactates. Ouais. Et il y a tout qui fonctionnait. Et j'ai dit waouh! Et je suis parti comme un malade mental, à la limite de l'explosion, et j'ai jamais explosé. Voilà. Mmh. Et c'est fou parce que tu te dis justement quand tu es un leader qui joue le général, en plus toi tu étais bon rouleur, on le savait, donc tu te dis c'est un jour où, tu peux déjà faire des différences sur certains purs grimpeurs. C'est une journée finalement qui est censée, être bonne pour toi. C'est le premier jour du tour donc tu as le stress, et tu arrives quand même à être relâché. Ouais, relâché parce que
Je dis, je pense que le parcours m'a inspiré. Je savais où j'allais mettre mes roues, où j'allais freiner, où j'allais relancer. Je pouvais presque le faire les yeux fermés. Donc Ouais. techniquement, j'étais bon. Maintenant, je savais qu'il fallait partir vite. Au temps intermédiaire, j'ai le deuxième temps derrière un coureur de l'US Postal de l'époque. Mmh. Et lui, il explose dans la deuxième partie. David Millard chute. Ouais. Et je fais l'incroyable. C'est même pas Armstrong que je bats, c'est Galdeano. Mmh. Et surtout qu'il faut savoir que je pars quatrième avant la fin. Il ne reste plus que 3 coureurs. Donc, quand Bellocchi est battu, quand Ulrich est battu, tu te dis, waouh, deuxième derrière Armstrong, c'est une victoire pour moi. Ouais, Et OK. je réalise pas, quoi. Et il y a Jean Mur qui dit dans le chat: «Est-ce que, Armstrong te considérait comme un rival sérieux à l'époque? Ou est-ce que Armstrong dans sa tête, il y a que Ulrich? Ou est-ce qu'il y a même personne?» Ouais, je pense qu'en 2000, oui. En 2000 et jusqu'en 2001, oui, je pense qu'il a toujours pensé. J'étais toujours au contact et que je pouvais être dans l'entrefaite, peut-être celui qui pouvait un peu gêner et puis déstabiliser sur un marquage Ulrich Armstrong. Mmh. Mais quelque part, moi, j'avais pas le collectif qu'il avait et puis la force de frappe. Et puis, bon, dès qu'on voit des chronos comme Mulhouse, où je fais un super chrono sur 60 bornes, il me met 2 minutes et quelques. Enfin, je veux dire, il y avait lui et Harry Ulrich, et puis moi, je dirais à côté qui essayait de tirer les marrons du feu. C'était Ouais. très compliqué. Donc, il savait que je pouvais être un client. De toute façon, il ne m'a jamais laissé de liberté pour faire une échappée, pour faire une étape. Il m'a toujours considéré comme un client sérieux. C'est ce qui m'a valu de ne jamais gagner une belle étape de montagne quelque part un Ouais. jour durant ma carrière. Mmh. Et pour comprendre le contexte, parce qu'on a dit du coup, tu gagnes le prologue, l'année d'avant tu fais 4 en 2000, tu es le leader de Festina ces années-là. Pour comprendre comment tu te retrouves leader de Festina, faut revenir un petit peu en arrière et évidemment à l'affaire Festina de 98, une époque quand même où tu termines en garde à vue, et tu reconnais le dopage dans lequel tu étais, impliqué dans l'équipe Festina avec tout le reste des coureurs, et d'un coup en fait ta carrière change cette année-là puisque avant 98 finalement tu es un coéquipier de Richard Virenque. Ouais, et puis je pense qu'on était tous coéquipiers de Richard Virenque, mais on était tous quelque part des leaders par ailleurs. Et on l'a vu derrière cette affaire, on s'est tous reconstruits dans différentes équipes individuellement, et on a tous gagné, que ce soit les Brochard, les Dufaux, les Zoulé, les Pascal Hervé, les Virenque, moi compris. On a tous continué notre carrière à faire de grandes choses et à être très performants. Donc on avait certainement, je pense, dans le recrutement, on avait les meilleurs coureurs, on était une superbe équipe. Il y avait un système qui était celui-ci, et c'était bien qu'il s'arrête et qu'il disparaisse, mais néanmoins, on était tous fondamentalement des champions. Et ça l'a juste prouvé par la suite qu'on avait ces ressources-là en nous et qu'on était vraiment des coureurs, on va être pas hors normes, mais en tout cas des âmes de leaders. Mmh. Et c'est quoi le sentiment après l'affaire Festina finalement, de voir le monde du vélo qui continue, sans doute avec les mêmes pratiques au final, en dehors de l'équipe Festina qui a été prise, alors que toi tu fais partie de ceux qui restent sur le côté, de ceux qu'on veut plus vraiment côtoyer et on sait que pour un certain nombre de coureurs de l'équipe Festina, ça a été très compliqué de retrouver une équipe, notamment pour toi et c'est pour ça que tu es resté aussi chez Festina? Ouais, et puis bon, c'était Festina ou le chômage. Je pense que j'aurais pu arrêter ma carrière, en 98. Je pense que sincèrement, si Festina ne continue pas, par ailleurs en 99, j'ai plus de boulot, donc plus d'équipe. Donc on peut presque dire une fin de carrière. C'était ça. Donc, j'ai eu beaucoup de chance que Festina continue. Festina a eu le courage de continuer. Festina a eu raison de continuer. Parce que quelque part, ce maillot jaune, c'est le seul maillot jaune que Festina aura eu avec ses coureurs, parce que Richard était deuxième et troisième du tour, mais il n'a jamais Mmh. ramené le maillot jaune, que c'était un joli clin d'œil, que ça bouclait la boucle, et que moi, ça m'a permis derrière de repartir sur de belles équipes comme le Crédit Agricole, comme AG2R, et puis terminer ma carrière une dizaine d'années après quand même. Et c'est là que j'ai quand même performé le plus, où je me suis révélé. Donc Mmh. franchement, après, dire se victimiser, moi, on avait comme quelqu'un qui fait une faute, voilà, il y a une sanction, elle était tombée. Pour moi, on était en accord avec nous-mêmes, le cas était réglé et je n'ai pas commencé à faire celui, le défenseur de la veuve blanche et de dire voilà, tout le monde est méchant, moi je suis gentil. Et puis, je me suis occupé de ma carrière. J'ai regardé devant moi et pas partout ailleurs en me victimisant, en disant c'est pas juste, je suis injuste, le vilain petit canard. J'avais tout le monde à tourner la page. Moi, j'ai tourné la page. Il fallait tourner cette page et rebondir et le montrer à la force du jarret et sur les pédales et en course. Et c'est ce que j'ai fait. Et je crois que c'était la plus belle chose qu'il fallait faire. Ça, tu le disais pas, c'est injuste, et finalement te victimiser, mais est-ce que tu le pensais intérieurement, dans le privé, dans toi tout seul finalement? Est-ce que tu te dis: «C'est pas juste qu'on soit les seuls à être tombés», et finalement est-ce que tu avais cette aigreur un petit peu ou pas du tout?
Ouais, j'ai certainement pu l'échanger au coin d'un bar avec une bière, tout simplement, comme tout le monde le ferait, avec, des cancans et des machins. Mais après, tu voulais revendiquer quoi? Tu voulais prouver quoi? Je veux dire, quelque part, derrière 98, il y avait 99, c'était le vélo du renouveau. Ouais. Le malheur là-dedans, c'est pas ça. C'est que derrière, pendant 7 ans, Armstrong, enfin, a en tout cas, ressali de plus belle le vélo et durant de longues années pour aujourd'hui être complètement éradiqué du système. Donc ça, oui, ça c'était. Aujourd'hui, c'est le pire. Pas qu'on revienne et qu'on se dise les autres faisaient comme nous. Ça, bon, j'ai pas la preuve et je m'en fous. Mais c'est surtout derrière ce qui s'est passé avec Armstrong et ces années d'écrasement total du cyclisme où j'aurais pu moi me révéler autrement également sportivement. Mais le pire, c'est ça. Mais Festina, c'était digéré, il fallait passer à autre chose et Mmh. c'était l'essentiel. Et quand tu reviens sur le Tour 2000 où tu fais 4e, tu as déjà expliqué plusieurs fois dans d'autres, entretiens qu'à l'époque, chez Festina, vous voyiez pas le problème. Vous étiez persuadé de faire quelque chose de totalement normal, presque même vous étiez pas au courant que c'était vraiment illégal, et finalement, quand tu reviens sur le Tour en 2000, est-ce que là, tu vois le Tour de France et tu vois le peloton d'une autre manière après cette affaire-là? Je crois que moi, voilà, je me suis reconcentré sur moi-même. Moi, je veux dire, de savoir ce que faisaient les autres, pas oui, ou ce qu'ils faisaient pas. Enfin, finalement, c'était quelque chose qui m'importait peu. Je me suis jamais continué ma carrière en me disant, est-ce qu'aujourd'hui les équipes font ça? Est-ce qu'ils sont comme moi? Est-ce que je peux avoir ma chance? Est-ce que c'est beaucoup de questions et beaucoup de problématiques qui pourraient juste empoisonner et te polluer. Donc, il fallait Ouais. rester concentré, il fallait être sûr de soi, garder aussi de se convaincre que le potentiel est toujours le même, qu'il y a pas de, on ne fait pas de champion avec des ânes ou des mulets, et qu'il n'y avait pas de raison que ça ne remarche pas avec de l'abnégation, du travail et de la rigueur. Et je pense que c'était le plus important. Mais moi, j'ai depuis 98 et après 88, il fallait passer à autre chose et ne plus se poser ces questions, justement. Mmh. Et donc toi, tu pensais, être capable de faire 4e sur un Tour de France. Tu es pas surpris finalement en 2000 quand tu fais 4? J'ai- Bien sûr, parce que bah, derrière, il fallait quand même progresser, continuer. J'ai quand même 29 ans. En 2001, j'ai 30 ans. Je suis quand même un coureur qui commence à avoir de l'expérience, de la maturité. Donc, Arrivé assez tard en fait dans le vélo? ben, je suis arrivé assez tard dans le vélo, puis pendant longtemps, j'ai fait le coéquipier, puis j'ai pas eu carte blanche. Donc, c'était une révélation pour moi de briller. Je savais que j'avais les capacités sur le tour par ailleurs, mais en faisant le boulot, et je ne pouvais pas savoir si à un moment donné, je pouvais conclure un résultat proche du podium durant 3 semaines. Donc, Mmh. c'était une révélation en tant que leader, forcément, parce qu'avant, tu ne l'as jamais fait. Ouais, et j'imagine que rester chez Festina, c'était un petit peu aussi, particulier. Tu dis souvent qu'à cette époque-là, vous étiez une grande bande de potes, mais de la bande de potes, il y en a pas mal qui avaient rebondi ailleurs. On pense à Virenque chez Polti, mais il y en a eu d'autres, les Dufaux, les Brochard et cetera n'étaient plus là. Toi, tu te retrouves, à rester chez Festina, à endosser le costume de leader. Est-ce que tu sens quand même la suspicion qui pèse sur toi à ce moment-là, le fait en plus de continuer à porter le même maillot et d'être fort, d'aller réussir à titiller le podium sur le Tour? Tu sens que le public, les gens autour, eux, ils ont pas oublié? Ouais, ils ont forcément, ils n'ont pas oublié. Seulement, le fait que Festina continue, c'était juste pour moi de pouvoir continuer à courir. Moi, je Ouais. crois que sans Festina, il n'y avait pas d'équipe, il n'y avait pas de contrat et il n'y avait plus de course, donc plus de carrière. Donc, moi, c'est surtout ça qui m'intéressait. La suspicion, on dit peu de suspicion sur toutes les performances il y a 20 ans. Aujourd'hui, demain, après-demain, on peut être suspicieux tout Mmh. le temps sur tous les teams et toutes les performances qui sont réalisées dans le cyclisme. Je crois qu'on est dans un milieu qui est comme, il est comme cela. On sera toujours, même si on a énormément progressé et qu'aujourd'hui, je pense que dans le vélo, on est plutôt un sport qui est un exemple à montrer par ailleurs dans le suivi, dans la santé, le longitudinal, les tests sanguins, urinaires, etc. Et le programme Adams de localisation. Moi, je Mmh. pense que si tous les sports faisaient comme le cyclisme, je pense qu'aujourd'hui, c'est un sport exemple dans ce domaine de la lutte antidopage. Donc, suspicieux, on l'a été, on l'est et on le sera. Malheureusement, c'est ainsi. Ouais, et justement, pour parler de ce Tour 2000 et du résultat, tu vas faire 4e. Alors Armstrong est dans une autre galaxie, il vous met quasiment 10 minutes, mais tu termines à 30 secondes de Joseba Bellocchi, qui est finalement ton coéquipier chez Festina. C'était clair au départ, c'était lui le leader et toi, en 2e leader? Ou comment ça s'est passé la cohabitation avec 2 coureurs qui jouent le podium? Non, c'était pas extrêmement clair. C'était à celui qui pouvait être le mieux placé. Et il s'avère qu'on était souvent ensemble.
dans tous les grands cols, dans les grandes étapes, dans les contre-la-montre. Et moi, où je perds la troisième place, c'est le lendemain du jour de repos dans le Ventoux, où j'ai une mauvaise journée, où je me sens, Ouais, où je suis pas, voilà, j'aimais pas les jours de repos, ça repart mal, j'ai pas de bonnes sensations. Je perds pas mal de temps ce jour-là. Bellocchi, lui, il est avec Pantani et Armstrong à l'avant. mmh. C'est presque 2 minutes à l'arrivée et Ouais, c'est tu 30 perds une secondes 30, à ouais. Paris. Donc, quelque part, si j'avais été juste un peu meilleur sur ce Ventoux, j'étais capable de terminer troisième aisément devant Bellocchi. Mais on a toujours été soutenus les deux, même s'il y avait encore une tendance, une connotation espagnole, bien évidemment. Je crois que Ouais. c'était important de montrer que ma foi, on était performants et on a été en même temps privilégiés au même titre que les deux. Il n'y a pas eu de. Ça s'est fait au chrono, ben, le Ouais. meilleur a gagné. C'est Bellocchi, puis il était devant, puis voilà, j'étais pas sur le podium. Et sur, ouais, c'est parce qu'en fait, à la sortie des Pyrénées, tu es 3e, et sur le chrono, tu lui reprends le dernier chrono, à 2 jours de l'arrivée. Tu lui reprends, 1 minute 15 à peu près. Ouais, ouais. Heu, tu pensais que tu pouvais lui reprendre les 30 secondes qui te manquaient en plus? Parce que c'est quand même pas un mauvais rouleur, Bellocchi, mais la preuve, c'est que sur ce chrono-là, tu lui reprends pas mal de temps. Tu pensais que tu allais pouvoir le taper sur le chrono? Ouais, parce que plusieurs choses, un parcours tout plat, une soixantaine de kilomètres. Et puis là, je suis à quelques encablures de la. Il y a deux choses, c'est qu'on est à Mulhouse, je suis de Belfort, le lendemain, c'est le départ à Belfort. Mmh. De Belfort, Belfort 3, le samedi, la veille des Champs-Élysées. Je suis chez moi, je connais le parcours par cœur. J'ai la motivation régionale, les amis, la famille, la copine, tout est réuni, tous les Ouais, ingrédients sont là. Et j'étais sûr que j'allais pouvoir le cueillir. Et je fais un chrono remarquable, un chrono exceptionnel. Mais il y en a manqué encore un petit peu. Et je pense que ce jour-là, j'ai fait quand même un super numéro parce que les sensations étaient vraiment là. Et puis la motivation, c'était les frissons de la forêt de la Harte. J'ai des ouais. photos où c'est juste un bain de foule, c'est juste énorme, quoi. Comme dans les grands cols des Alpes, quoi. Ouais. Est-ce que Bellocchi, lui aussi, fait un chrono de fou par rapport à ses capacités à lui? Moi, je pense qu'il ne fait pas un bon chrono pour moi. Je pense qu'il est capable de mieux faire en chrono. Ce jour-là, il ne fait pas un super chrono. Et c'est clair que c'est pour ça qu'il a eu chaud aux fesses, parce qu'il devait maintenir son écart d'une Mmh. minute et quelques sur moi sans problème. Il pensait par juste une petite trentaine de secondes. Et Il finalement, était, il perd il beaucoup plus, était, ouais. il était sur le déclin, il était en perdition sur le final, c'est clair. Mmh. Et c'était comment, tu dis que l'équipe a ni privilégié l'un ni l'autre, mais toi, tes relations avec Bellocchi, c'était comment? C'est pas finalement un coureur que tu côtoyais depuis beaucoup d'années. Est-ce que c'était un pote quand même ou est-ce qu'il y avait une vraie rivalité et vous vous entendiez pas super? Parce qu'il arrive en fait, il fait qu'une année, lui, chez Festina, c'est cette année-là, c'est 2000. Ouais, 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 non, non, il y avait. Je pense sincèrement, je pense qu'on a fait notre course. Il n'y avait pas de rivalité, elle était juste sur le vélo. Il est clair que dans le Ventoux, quand on lui annonce que je suis un petit peu en difficulté, il ne m'attend pas, quoi. Donc, Ouais. il est clair qu'il joue sa carte, on joue le maillot Festina, on joue le sponsor, et on dit bah, que le meilleur gagne. Donc, dans ces cas-là, et il n'a pas à m'attendre. Et puis, bah, ma foi, j'avais qu'à suivre. Donc, dans l'autre cas, on ne me demande pas de faire le chrono en dedans et lui non plus. Enfin, donc, ça a été quand même assez loyal. Et les rapports, c'est quand même un garçon, un gentil garçon. C'est pas quelqu'un de tordu. Puis, c'est quelqu'un qui a cette gentillesse, cette spontanéité. Et par contre, c'était un véritable guerrier. C'est un véritable coureur, un très bon coureur. Et c'est clair où il a pu prendre du temps, il en a pris. Puis, où j'ai pu en prendre, j'en ai pris. Et même à Courchevel, quand on arrive, qu'on est juste derrière Heras et Pantani et Armstrong, Ouais. on n'est pas très loin, c'est encore moi qui roule, il est encore là. Et puis, il est pourtant pas super bien, mais on fait quand même le taf à deux pour l'équipe Festina. Mmh. L'équipe du moment, c'était notre maillot, on défend nos couleurs. Ouais. Les années qui suivent, alors il y a 2001 où tu gagnes le prologue, mais ensuite, sur la suite du Tour de France, ça se passe pas comme tu voudrais, et finalement tu t'abandonnes, à la 12e étape. Il y a 2002, il y a 2003. Alors 2003, tu fais une 8e place, tu es de retour dans le top 10, et finalement on a l'impression jusqu'à 2006, tu donnes tout pour le Tour de France tous les ans, mais Mhm. ça paye pas. On se rendait pas Mhm. forcément compte, mais tu l'as dit tout à l'heure, c'est que 2000-2001, tu as déjà 29 et 30 ans en fait, du fait d'être venu au vélo, peut-être un peu plus tard que d'autres. Et qu'on se dit que peut-être tes meilleures années, c'était déjà 2000-2001. Comment t'expliques, toi, que pendant toutes ces années, on va dire de 2001 à 2006, tu n'arrives pas à refaire cette perf d'aller te battre pour le podium?
Ouais, je pense que le niveau, il reste très, très élevé. Moi, je pense que les années passant, il y a aussi des petites séquelles. En 2002, j'étais blessé, tombé au championnat de France à Briançon. J'ai eu un tour 100 où je tombe 5 fois, je perds la confiance. La confiance, elle s'effrite. En 2003, ça revient un petit peu. On refait un top, dans un top 10 ou pas loin. Il faut aller jusqu'en 2006 pour revenir la 6 ou septième place. Et c'est Ouais, vrai que les années passant, on espère toujours, mais quelque part, force est de constater qu'on est toujours un petit peu moins bien et puis un peu moins peut-être fort aussi dans la tête. Je pense qu'on a plus de doutes face à ce qu'on a vécu, puis aussi les éléments perturbateurs, la pression, la presse, la France, les journalistes, le ouais. sponsor. Et du coup, bah, il y a plein de choses qui fait que dès qu'il y a un grain de sable, on a tendance un petit peu, et on le voit aujourd'hui dans des grands champions français, dès qu'il y a une petite merde sur le tour, on a vite fait de flancher et du mal un petit peu à se redresser pour aller au niveau où il faut aller. Et puis après, bah, tu sais qu'à 36, 37 ans, ça sera compliqué et tu essaies de la jouer autrement. Ouais, oh, il y a David Godu qui vient d'arriver dans le chat et qui dit: «Oh Christophe», qui regarde, qui écoute avec attention, notre discussion, et il y a Jean Mur, lui, qui dit, «Est-ce que tu as jamais pensé à aller faire une Vuelta ou un Giro?» Alors, on rappelle que tu étais dans des équipes françaises, Crédit Agricole, AG2R. Est-ce que c'était trop compliqué de dire: «Je veux aller faire un Giro ou une Vuelta» et sortir un peu du Tour? Non, je pense que sincèrement, la Vuelta était dans mes cordes. C'était une course qui m'aurait plu de faire, que j'ai failli faire d'ailleurs quand j'étais chez Festina. Après, le Giro, pour un gabarit comme le mien, c'est pas celui de David Godu. Moi, affûté, c'était quand même 71, 72 kilos. Quand on met les braquets qu'on met sur le Giro, avec ces montagnes à 20% de moyenne, etc., faut reconnaître que c'était pas concevable le rapport poids-puissance. Mais la Vuelta, oui, j'aurais aimé, bien sûr. Le Tour m'a beaucoup pris de motivation d'ambition. Mais la Vuelta, je pense que c'est quelque chose qui aurait pu bien me convenir, hors Angliru, bien sûr. Je Ouais. pense que oui. OK, et du coup, pour se projeter un peu, on a parlé de 2000 à 2006 à peu près, et l'autre, Dauphiné marquant de ta carrière finalement, c'est évidemment 2007 avec une nouvelle victoire au général, 2 victoires d'étape, une incroyable au Ventoux. Cette année-là, qu'est-ce que tu te dis? On a parlé de ton âge tout à l'heure. En 2007, bon, bah, tu es forcément pas tout jeune, mais tu gagnes le Dauphiné. Est-ce que tu te dis: «Ça y est, le Tour, il est pour moi»? Ouais. En plus, sans le savoir, je vais être champion de France une semaine ou 15 jours après. Donc c'est vrai que c'est l'année exceptionnelle. Je suis l'année où je suis papa pour la première Ouais, fois au mois d'avril de ma petite, ma petite, elle a 15 ans maintenant, Margot. Et forcément, ben, on est un autre homme. Je suis un papa sur le tard. Avec Émilie, ben, voilà, on est mariés. Et c'est vrai que cette année-là, je fais beaucoup de sacrifices. Je fais le job comme jamais, je m'entraîne comme jamais, je fais des choses d'ailleurs que j'ai peut-être jamais refait ensuite. Juste pour dire à quel point c'est-à-dire? j'ai été loin dans le sacrifice de la bouffe, de l'entraînement, OK. de choses qui rendraient marteau aujourd'hui, que j'ai même pas pu en 2008 et en 2009 derrière refaire les mêmes sacrifices. Mmh. Donc c'est vrai que c'était l'année certainement où ça aurait pu rigoler, briller. On l'a vu dans l'attaque sur l'étape de Tignes, etc. Ça aurait pu le faire aussi. Et puis une mauvaise chute. Et puis encore une fois, t'as tout qui bascule. Et le tour, c'est des petites choses qui deviennent. C'est l'effet papillon, quoi. Des grandes conséquences, petit effet, mais voilà, grandes Ouais. conséquences. Et c'est ça le problème. Et puis quand on est maillot de champion de France, qu'on attend Christophe Moreau, machin, machin, ben, des fois, après, ben, on flanche un petit peu. Puis le mental s'effrite et rebelote. On se retrouve un petit peu dans l'anonymat pour la deuxième partie du tour. Ouais, ouais, en plus, c'est un Tour de France, c'est l'après Armstrong, il y a plus de Lance Armstrong. Il y a l'affaire, alors, 2006, c'était l'affaire Puerto qui avait, écarté, des garçons comme Ulrich et Basso qui, du coup, sont toujours pas là en 2007. Et de l'extérieur, moi, je me rappelle, le gamin ado que je suis, je regarde la télé, je regarde France Télévisions et je me dis: «Bon, bah, cette année, c'est bon, Christophe Maury va gagner le Tour, on va avoir un Français qui gagne le Tour». Tu te dis, on se dit: «Nous, il y a un boulevard, quoi». Ouais, il y a un boulevard, il y avait aussi la place pour le podium. Ce podium qui m'a tant fait rêver, qui m'a toujours échappé un petit peu, c'est vrai que c'était l'année ou jamais. D'ailleurs, derrière, ça a été super compliqué de refaire des perfs, que ce soit avec Agrituel ou la Caisse d'épargne, c'était un autre tas Ouais, voilà, quand on court jusqu'à presque 40 ans, 39 ans et demi, bon voilà, les dés étaient jetés. Mais néanmoins, voilà, est-ce que comme Bardet par exemple, qu'il avait le Giro dans les jambes, ou en tout cas le podium assuré. C'est vrai que quand il arrive des coups comme cela,
ben, c'est pas facile à digérer. Et puis en même temps, il faut se mettre à l'évidence que vieillissant, on va plus devenir le meilleur, on va plus progresser. Et puis mentalement, on est aussi un petit peu moins endurant. Il faut bien le reconnaître également. Ouais, et il y a Tobio qui demande dans le chat, dans la montée de Tignes justement quand tu attaques, bon tu fais une étape pardon, assez dingue, enfin qui est restée dans les mémoires de beaucoup de gens qui étaient devant la télé ce jour-là. Est-ce que tu te dis: «C'est bon, c'est moi le cador en montagne», alors tu es pas tout seul, il y a quand même quelques autres gars, mais est-ce que tu te dis, «C'est bon, je suis plus que dans le coup», et est-ce que tu te dis: «J'ai jamais été si fort en montagne»? Ouais, c'est vrai, oui, 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 bien sûr. D'ailleurs, c'est vrai que quand on le sait, hein, depuis Val d'Isère, depuis Tignes, il y a souvent ce vent qui descend, on monte le vent dans la gueule, souvent on se colle. C'est Ouais. ainsi et pas évident de faire la différence. On voit attaquer plusieurs fois, on voit Valverde me chercher, un coup Cadel Evans, un coup Schleck, tout le monde va me chercher, puis personne prend le relais. C'est-à-dire que tout le monde est au taquet, mais personne ne pète. Et c'est vrai que ce jour-là, c'était un peu de frustration parce que il y avait notre chicken devant tout seul qui se baladait, et puis Rasmussen, ouais. ouais, voilà, Rasmussen. Et puis derrière, ben, moi, j'ai essayé de dire, c'était l'occasion. D'ailleurs, j'ai attaqué dès le pied, c'était presque n'importe quoi, en faisant péter les Astana et compagnie. Mmh. C'était presque trop démesuré pour bah, très peu de bénéfices, tant à l'arrivée. Ah, tu avais quand même, bon, tu arrives pas tout seul et puis voilà, il y a Rasmussen bien devant, mais tu avais fait sauter du monde, et on a vu des montées de Tignes où ça arrivait beaucoup plus groupé que ce jour-là, quoi. Ouais, ouais, c'est clair, mais en Tu avais attaquant fait au des dégâts. pied, forcément, j'ai fait ce jour-là le coéquipier, le leader, en faisant tout le 2 en 1, quoi. C'est-à-dire en faisant la Ouais, descente et en bas, en prenant un peu d'avance et en mettant une craquette au premier kilomètre d'ascension, même dans les 500 premiers mètres, au sprint, limite de me faire péter la caisse. Donc, ouais. c'était peut-être un petit peu trop démesuré, quoi. Ouais. Ouais, dans ces années-là et finalement dans les années 2000 de manière générale, on a un Richard Virenque qui joue plus le classement général, qui est en fin de carrière, et on n'a pas trop d'autres coureurs français à part toi finalement, où on se dit: «Ce gars-là peut faire un podium sur le Tour de France ou carrément aller le gagner». Est-ce que toi tu sens la pression, qui devient différente sur tes épaules dès 2000, mais finalement on a l'impression que ça a duré quasiment une décennie pour toi, et que pendant 10 ans on t'a attendu, alors peut-être pas 10 ans, mais 7-8 ans, on t'a attendu comme le sauveur français. Est-ce que tu le ressentais ça? Ouais, bien sûr, et c'est pour ça aussi que non seulement les suiveurs, les supporters, mais aussi dans le peloton. C'est pour ça qu'Armstrong, dès que je prenais une échappée, dès que j'essayais de m'en aller, j'étais toujours sous contrôle. J'ai jamais eu la capacité de renverser un petit peu, de faire l'échappée voilà, de la première heure qui va au bout, Ouais, la belle embardée avec les lettres de noblesse. Et du coup, j'ai toujours été pris au sérieux et de tous les côtés, que ce soit la presse, les supporters, mais aussi Armstrong et mes rivaux. Donc, on ne me laissait pas d'aisance. Et je pense qu'à juste titre, et du coup, et à cause de cela, quand tu veux changer de catégorie, dire hey, les gars, je joue plus le général, je veux une étape de montagne et puis ouais. laissez-moi un quart d'heure, tu n'arrivais même pas à le faire. Il a fallu que je m'arrête, quoi. Donc, c'est vrai que c'était assez compliqué. J'ai toujours eu cette, ce maillot-là qui a été endossé et puis que c'était pas évident d'avoir une autre étiquette que celle-là, effectivement. C'est vrai. Tu aurais aimé qu'on te laisse tranquille, qu'on te laisse peinard, qu'on arrête de parler de Christophe Moreau à l'approche du Tour? Ouais, c'est ça, mais c'était le jeu. C'est pour ça que le tour est difficile, mais enfin, rien n'a changé. Quand on voit les Pinot, les Bardet, les Godu, le tour, tu arrives, tu es liquide, quoi. Je veux dire, tu bascules dans une autre planète. Et si t'es pas bétonné mentalement, si t'as pas de grains de sable, il faut que tout soit hyper, hyper cadré. Et c'est clair que c'est très, très lourd. Et les phases de récupération, les sollicitations. On attend de toi le sauveur d'il y a 35-36 ans, le vainqueur, le prochain vainqueur du Tour. Mmh Mais mh. c'est juste effroyable. Et on est français, on doit l'assumer. Mais c'est clair que le Tour, c'est pas le Giro, ce sera jamais la Vuelta. C'est ce pourcentage de pression qui vient juste quelquefois juste griller les cartouches et le jus à part ailleurs parce que tu veux bien faire et puis tu essaies de résister et c'est compliqué. Ouais. Au final, au bout de 3 jours sur le Tour, tu es cramé, quoi. Et le public, le monde, les motos, la presse, dès que tu bouges, enfin, quoi que tu fasses sur le tour, tout est démesuré. Et puis le tour d'il y a 20 ans, j'imagine pas le tour d'aujourd'hui. Donc c'est clair que c'est quelque chose d'assez incroyable. Et c'est pour ça que quelque part, peut-être qu'en France, alors je ne sais pas lequel prochain grand futur jeune champion français sera capable de jouer le général sur le tour, mais
faut en profiter dès que tu as de la fraîcheur, de la spontanéité, ça veut dire de la jeunesse. Parce Ouais, qu'après, tu réfléchis trop et quand tu réfléchis trop, l'expérience ne t'aide plus. Au contraire, elle vient te polluer un peu l'esprit parce que tu es accaparé et il faut trouver le sommeil. Et le matin, tu sors de l'hôtel, on te marche dessus, elle arrive, on te marche dessus. Dans le vélo, dans le peloton, c'est la guerre. Les gens sur le bord de la route, il faut voir. Le soir, tu n'as plus d'épaule, tu as freiné toute la journée, tu es sur les cocottes. Les premières étapes, comme il va y avoir au Danemark et puis dans le Nord avec les pavés, je veux dire, avant d'arriver à la planche des belles filles, eh ben, tu as laissé un ouais, paquet de jus par terre et sur le bas-côté, quoi. ouais. Et finalement, tu te dis: «Il aurait fallu un autre Français avec qui, au moins partager un petit peu ce costume-là, quoi». Ouais, c'est vrai, ouais, après, il y avait voilà, Jalabert, Virenque, dans leur domaine, qui étaient là aussi pour briller. Mais c'est clair que le Tour a une dimension qui ne changera pas pour un coureur français de toute façon, et qui sera capable de Mmh. jouer le général ou une victoire. Celui qui fait les étapes, c'est pas pareil. Tu peux Ouais. gérer, tu chasses pas la cassure, tu t'as pas la gueule devant, tu frottes pas devant, la Tu règle peux des te 3 reposer certains kilomètres. jours, quoi. C'est tous les jours, tu es au turbin, tous les jours, tu dis, mais si je perds là, si je perds là, une seconde, une cassure, attention, la chute, le machin, la règle des 3 kilomètres, c'était omnubilé par ça. Tu penses qu'à ça, tu as ça dans la tronche et du matin au soir. Donc, Ouais. c'est clair qu'avec les coéquipiers, c'est beaucoup de choses qui font que tu as une sensation supérieure. Tu fais le Giro et tout, tu vois, si je prends une cassure, c'est pas grave, je m'en fous, je vais aller gagner l'étape là, je vais m'échapper là. Ouais. Tu peux faire des plans. Là, tu te dis non, chaque jour, on peut perdre le tour, donc on lâche rien. Et c'est en lâchant rien que c'est très, très, très usant. Pas que physiquement, mais mentalement. Tu dors mal, les jours avant le Tour 2007 quand tu es le vainqueur du Dauphiné, qu'il y a la présentation des équipes, le la conférence de presse pour aller parler aux médias et cetera. Tu dors mal ces jours-là? Tu dors mal et puis tu vois que la mousse prend, qu'il y a l'effervescence absolue. Et donc, tu dis, bah, je dois répondre présent et la pression, bah, tu te l'endosses, la responsabilité, tu l'assumes et tu y vas. Et donc, forcément que bah, derrière, tu ne peux pas prendre la légère, tu ne peux pas traîner en queue de peloton, tu ne peux pas faire ça en dilettante. Donc, c'est tout de suite sous tension. Tu es sous tension dès le départ. Dès que tu mets un pied dans la ville de départ, dès le mardi, je dirais presque, ça y est, c'est un mois de fou. Voilà, et tu OK. débranches tout. Voilà. Et finalement, tu as souvent brillé sur le Dauphiné et c'est une des questions qui revient beaucoup, c'est, pourquoi ça n'a pas marché ensuite sur le Tour? Est-ce que tu l'as pas mal expliqué, toi, tu dis que tu avais besoin de te rassurer avant le Tour, avant une grosse échéance comme ça, tu avais besoin de te montrer à toi-même que tu étais fort, que tu étais au niveau, et est-ce que finalement, tu dirais que tu arrivais trop tôt en forme quand tu gagnais le Dauphiné et que, tu avais plus assez de jus pour le Tour de France? Ou Ouais, est-ce que ça aurait été possible d'enchaîner? voilà, moi je pense que c'était pas si mal. Il manquait peut-être l'étincelle du Tour de France qui avait peut-être au préalable plus sur le Dauphiné. Mmh. Maintenant, je faisais toujours le triptyque des 4 jours de Dunkerque, du Midi Libre, du Dauphiné, d'un stage de reconnaissance. Donc, j'aimais bien aussi procéder avec des choses qui marchaient bien et qui me Avoir convenaient une bien. routine, quoi. Ouais, avoir ouais, une routine et puis des préceptes qui font que qu'en faisant ça, tu avais les charges de travail, tu avais, les entraînements, les dénivelés, les reconnaissances, les efforts consentis qu'il me fallait. Après, on peut toujours dire, voilà, avec des si, on met Paris en bouteille, j'entends. Il Ouais. fallait me positionner, il me fallait un programme, c'était celui-ci. Est-ce que j'aurais fait mieux autrement? Ce sera toujours l'éternelle question. Voilà. Mmh. Et une question qui est revenue dans le chat tout à l'heure, c'était, finalement, est-ce que tu as le regret de ne pas avoir fait ce podium sur le Tour? Ou est-ce que tu te dis, «Bah, j'ai fait 4e, c'est quand même incroyable d'avoir fait 4 et c'était peut-être mon max 4e»? Non, c'est vrai que si j'avais un regret, c'est de ne pas être monté sur la boîte avec la photo de l'Arc de Triomphe dans le dos. Oui, clairement. Si j'ai un regret, de ne pas avoir gagné une étape de montagne, voilà, c'est pas quelque chose qui m'obnubile. Mais aujourd'hui, je me dis quand même un podium, une troisième place sur le Tour avec la belle photo de ce podium et de l'Arc de Triomphe. Je crois qu'elle me manque à mon palmarès. Si je dois avoir une photo qui me Ouais, manquerait dans tout ça, dans tous mes souvenirs, parce que j'ai fait ce que j'ai pu avec les moyens que j'avais. Je pense que j'ai fait de belles choses. J'aurais peut-être pu faire mieux, mais quelque part, aujourd'hui, moi, quand je regarde dans le rétro, je me dis, bah, allez-y les copains. Puis je vois que finalement, c'est pas toujours facile pour ouais, les jeunes champions d'aujourd'hui de faire comme moi ou mieux que moi ou aussi bien que moi. Donc je leur souhaite ouais. de faire mieux que moi, bien évidemment. Puis je souhaite que
que David Gaudu gagne le Dauphiné libéré. Franchement, on en a marre que Christophe Moreau, 15 ans après, 21 ans après, soit le dernier double vainqueur français, non seulement du Dauphiné, mais du World Tour Ouais, par d'une course étape. par étapes pour le Tour, ouais. 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 Donc entre la photo de toi vainqueur en solitaire, d'une étape du Tour à l'Alpe d'Huez et la photo, du podium à côté d'Armstrong et Ulrich, tu prends celle du podium à côté d'Armstrong et Ulrich? Ouais. OK. Moi, je voulais terminer avec juste une petite question sur ce que tu fais maintenant, parce que c'est important quand même. On parle du Tour 2007, du Dauphiné et tout, mais tout ça, c'était il y a 15 ans. Depuis, il s'est passé des trucs. Et aujourd'hui, tu es le manager général de l'équipe, Philippe Wagner Cycling. Vous êtes en DN1, le plus haut niveau, amateur du cyclisme, national, et l'ambition, si je dis pas de bêtises, tu me dis si je raconte n'importe quoi, hein, mais c'est d'être en Continental l'année prochaine, c'est ça? Être en continental, d'essayer de construire une équipe professionnelle, bien sûr. Il y a beaucoup de contraintes. On existe depuis 6 mois. Philippe Wagner, voilà, est un industriel de la Haute-Saône, à côté de Luxeuil-les-Bains, qui est dans la charcuterie industrielle avec la société André Bazin. C'est un passionné, il a 64 ans et aujourd'hui, il m'a donné voilà, des responsabilités et beaucoup d'engagement dans cette création d'équipe. On a cette ambition-là, bien sûr. Je ne sais pas si en 2023, on arrivera à être en continental, mais on a l'ambition, en tout cas dans 2024, d'être une continentale plus, voire une pro team. Ouais. Il nous manque du temps, de l'argent peut-être, certainement, mais surtout du temps pour construire. On a beaucoup à faire et ça me passionne. Je prends un plaisir monstre de revenir dans ce milieu-là. C'est vrai que le milieu professionnel, d'autant plus, de retrouver beaucoup de copains, de managers, de coureurs qui sont aujourd'hui Mmh. managers ou directeurs sportifs, et de revenir dans ce milieu-là. Donc ce plaisir-là, de le partage de mon expérience, je ne suis pas entraîneur, je ne suis pas DS, mais de mon expertise, de manager, comme je l'ai fait aussi des équipes quand on était leader, de pouvoir fédérer nos coureurs, nos gens, nos Mmh. jeunes, ça me plaît beaucoup et je crois qu'aujourd'hui, cette casquette-là va s'amplifier, mon implication s'amplifie. Et à 51 ans, c'est venu malgré moi quelque peu, ça me tombe dessus, C'est ça que je voulais te demander. mais Est-ce que c'est un truc que tu voulais quand tu étais encore cycliste, tu disais: «Plus tard, je serai manager», ou est-ce que pas du non, tout? pas du tout, parce que j'ai d'autres activités aujourd'hui. J'habite en Suisse, je fais tout à fait autre chose. Je reviens dans le vélo, au coup par coup sur certaines épreuves comme les boucles de la Mayenne, Mmh. pour le Tour de Romandie, le Tour du Jura, le Grand Besançon. Mais ça, non. Donc, c'est le destin qui nous réunit, Philippe Wagner et moi-même, et qui est venu me chercher par un ami commun, une histoire un peu incroyable. Et je crois beaucoup au destin, et donc je me laisse porter. Et c'est ce qu'on disait encore avec Philippe tout à l'heure. On, on s'est connus, on ne s'est pas connus, mais on a l'impression que ça fait 20 ans qu'on se connaît. Et Ouais. on va faire de grandes choses dans le cyclisme. En tout cas, on va construire. Et très heureux de faire partie de cette belle aventure parce qu'elle sera belle. Aujourd'hui, elle est chez les amateurs, mais elle le deviendra très belle chez les professionnels, j'espère 2023, au pire en 2024. Ouais, c'est cool de te voir, de nouveau dans Voilà. le vélo, dans un truc que tu adores, et au plaisir de se croiser, de te voir sur des courses en tant que manager. Ce sera un grand, grand plaisir. Avec plaisir en tout cas, merci beaucoup. Bah, merci à toi Christophe. Je pense qu'on a fait 45 minutes, 50 minutes d'entretien. On a bien discuté. Je pense qu'on a parlé de pas mal de sujets. On a rien éludé. On a parlé, aussi des choses qui pouvaient un petit peu fâcher. Donc, on a pris pas mal de questions dans le chat. J'espère que ça vous a plu à tous ceux qui regardaient, que vous vous êtes sentis aussi impliqués dans cette discussion. C'était le but. Je te remercie encore une fois Christophe d'avoir été dispo pour nous, de nous avoir donné de ton Merci. temps, et puis, du coup, pour tous les rouleurs, je vais faire la conclusion puisque Joseph est encore dans l'ombre. Il s'est retiré. Donc nous, on se retrouve mardi prochain à 18h sur Twitch avec Paul et Joseph pour parler de l'actu. Le Dauphiné sera terminé, donc on discutera évidemment de qui a gagné le Dauphiné, de comment s'est passé ce dernier week-end. Et puis, petit à petit, on va parler évidemment du Tour de France qui arrive. C'est dans 3 semaines maintenant. Donc, restez bien avec nous sur Roue Libre tous les mardis 18h. Et il y aura sûrement des invités encore sur ce mois de juin pour l'émission du jeudi soir. Ce soir, c'était Christophe Moreau. On vous tient au courant sur nos réseaux pour la suite et pour les autres invités qui viendront. Merci à tous les rouleurs. Ciao, ciao, à la prochaine.